Ça fait bientôt un quart de siècle qu'une petite quinzaine de ces créatures a été construite et livrée à seulement 2 compagnies aériennes au monde, Air France et British Airways. Donc, depuis 1976, environ 400 personnes traversent l'Atlantique chaque jour à bord de ces engins fabuleux, immergés dans le calme étrange que procure le voyage à 2200 km/h. Pour inventer dans les années 60 cette machine qui, lorsqu'elle vole face à l'ouest, remonte le temps, il a fallu déployer d'immenses prodiges d'intelligence en France et en Angleterre. Tout ça autour d'un chiffre symbole, Mach 2. On est tous vaccinés contre les chiffres, on nous en fait trop avaler. Mais ce chiffre-là recouvre des réalités. Depuis un quart de siècle, il cristallise chez des tas de gens, femmes et hommes, leur passion pour l'acte de voler. Cet avion est mieux pressurisé que n'importe quel autre avion de ligne, et c'est normal. Ici, on surfe en douceur les franges ultimes de l'atmosphère, laissant les nuages et les autres avions des kilomètres plus bas. En croisière, on file à 600 mètres secondes, 1 km en 1 seconde et demie, plus vite qu'une balle de fusil, et les croissants sont tièdes. Dehors, on voit l'atmosphère par la tranche, les 9/10 du ciel bleu sont dessous, pas loin au-dessus, commence l'espace. « 20 ans après leur naissance, plus rapides et plus robustes que jamais, avec leur peau ternie par la vitesse et la chaleur, ces chefs-d'œuvre de l'esprit dominent toujours le ciel. Bien entendu, comme ce sont des avions d'autrefois, il faut des gens pour les faire voler, plus que des ordinateurs. L'un des pères de cet avion était Lucien Servanti. On lui avait prédit que jamais cet engin ne pourrait être construit. Puis que jamais il n'atteindrait Mach 2. Puis que jamais, à cette vitesse, il ne pourrait traverser l'Atlantique de bord à bord. Sur la fin de sa vie, Servanti était très amer. La créature avait tenu toutes ses promesses, ridiculisé les prophètes de malheur. Mais voilà que désormais on lui reprochait de trop fumer au décollage. Le dernier clou fut le choc pétrolier des années 70 qui rogna les ailes de l'oiseau de Servanti. De nos jours, vivre une semaine avec un de ces engins vous plonge dans la même attitude mentale que celle qui préside à une exploration des pyramides ou de la cathédrale de Chartres. Ici, on est en présence d'une expression du génie. Ça, c'est le cockpit, the cockpit. Aucun aviateur ne pourra monter là-dedans sans rester stupéfait pendant quelques instants en regardant cette collection extraordinaire d'instruments, de manettes, de commandes. Et puis, bien entendu, il aura derrière la tête ou entre les oreilles une sorte d'écho qui résonnera, le nom de cet avion, Concorde. Si vous êtes un vrai pilote, vous avez envie de piloter ça. Une centaine de tonnes taillées dans la masse, une cellule flexible comme une canne à pêche, l'avion à la fois le plus simple et le plus compliqué du monde, un monstre d'élégance paradoxale. La première chose qui distingue un Concorde des avions actuels, c'est la forme des manches à balai. Ce sont des guidons plutôt que des manches. On pourrait presque dire des guidons de motoculteurs, mais ça serait manquer du respect qui est dû à cet avion. Et puis, il y a cette énorme pylône centrale dominée par ces superbes 4 manettes de gaz qui portent, et c'est le seul avion qui dispose de cet équipement, à leur base, 4 petites palettes blanches qui sont les commandes de la post-combustion. 4 moteurs au nom superbe, Olympus, 80 tonnes de poussée, badaboum. Le poste de droite est semblable au poste de gauche, mais surtout, il y a maintenant le poste mécanicien navigant, celui qui fait face à la paroi droite, et qui, lui, est un endroit où on peut véritablement dire la grande messe de la mécanique surchauffée. Sur Concorde, les pilotes possèdent la trajectoire, mais le propriétaire de l'avion, c'est le mécano-navigant. Sans lui, rien ne marche, et pas seulement la mécanique. Prenez par exemple le centrage. L'aérodynamique supersonique fait que plus l'avion va vite, plus il devient lourd du nez, à la limite impilotable. Le mécano joue avec le carburant, le transfère vers l'arrière au fur et à mesure de l'accélération à travers une collection de pompes et de réservoirs. Vu du cockpit, le pilotage d'un Concorde est exceptionnel car différent. On va essayer de résumer quelques-unes de ces différences, d'abord au décollage. On est ici à Toulouse dans le simulateur. Ok, c'est pareil. L'avion sur frein, paré à rouler. Absolument. Les post-combustions sont armés. Les freins lâchés, les gaz. Stop.
Le chrono démarre. Voilà la décolle. Première différence, ça va pousser beaucoup plus fort qu'un avion classique. Sans le 4 vertes. 100 nœuds, 180 km/h. V1. Rotation. Vitesse de décollage, de l'ordre de 400 km/h. Positive time. Le train. Ah, sur entrée. Voilà. Sur entrée. 250 nœuds, je coupe les réchauffe. 250 nœuds, 460 km/h et 35 secondes après le lâcher des freins. Très bien cette assiette. 300 nœuds, autothrust. 300 nœuds, 550 km/h. 5, Comme on veut s'entraîner en tour de piste, il faut virer très vite car à des vitesses pareilles, on couvre beaucoup de chemin. Donc pour garder tout ça sous contrôle et rester un peu devant l'avion, il va falloir réduire la vitesse vers 400 km/h à peu près, 210 nœuds. 220, 210, c'est bon. Ouais, c'est bon là. Et je vais réduire maintenant à 210 nœuds. Voilà. Ouais, il faut commencer à remonter un petit peu le nez, voilà. Très bien. Aux basses vitesses, au-dessous de 450 à l'heure, on va être confronté au problème de pilotage d'une aile delta. Sur cet avion, pas de volet pour aider à voler lentement. L'aile est si vaste qu'elle se suffit à elle-même. Encore faut-il la cabrer, et la cabrer beaucoup, pour faire naître une énorme portance sur son extrado. Mais il faut piloter ce cabré, qu'on appelle l'incidence, avec une extrême précision, par petite pression rapide des mains, au demi-degré près. Pour l'atterrissage, il faut accepter de laisser couler l'avion jusqu'au sol, sans toucher à l'incidence, et lutter contre la tendance naturelle à arrondir la trajectoire à l'approche du sol. Impeccable. Voilà, 5 degrés de... Voilà, on voit la piste là-bas. Je pense qu'on va stabiliser par là vers le 460, c'est bien. 460, ça permet de capturer le... On a sélecté 210, ça nous donne quoi, 9 degrés par Oui, là mais on va réduire maintenant à 190. D'accord. Voilà. Et ça nous donne du 10 degrés 10 degrés, L'incidence. oui, 10 degrés 5. Voilà, c'est ça. Il y a donc ce problème Alors, du nous arrivons à pilotage de ce point. l'incidence. Le Le train. train. Mais il y a autre chose. On est assis au bout d'une canne à pêche de 60 mètres de long. Et du coup, on voit arriver la piste sous un angle bizarre. Visuellement, cet avion est différent. Ground speed 163 nœuds, il n'y a pas de vent. Deuxième marqueur, voilà. On peut vérifier. C'est bien, c'est bien. Cette assiette est parfaite. 100 pieds. 80. Disconnect. 50. Toucher des roues, toucher de la roulette, et les gaz sont réduits. On débloque les reverse et on inverse la poussée. Casablanca, Maroc. Une ville naturellement dotée d'une formidable personnalité, un de ces endroits où toutes les aventures paraissent possibles. Casa peut être à la fois saharienne, européenne, atlantique, californienne, orientale. Pour les gens qui la connaissent et qui l'aiment, c'est Casa. Au milieu des années 20, elle est devenue un endroit très important pour une bande d'aventuriers français lancés dans la mise en place de la route aérienne France-Amérique du Sud. Casa était l'un des gros relais de poste des lignes aériennes Latécoère, devenue plus tard l'Aéropostale puis Air France. Sur l'aérodrome d'Anfa, on avait installé la dernière grande base technique avant la traversée du désert. Casa était donc la dernière grande ville où l'on pouvait sortir, rigoler de bons coups, une sorte de ville de la dernière chance où la vie était facile. Au-delà et jusqu'à Dakar, c'est la mort qui devenait facile. Aujourd'hui, l'esprit de Casa n'a pas changé. Elle est toujours un lieu de rendez-vous, un paradis cosmopolite, une Babylone des paradoxes. Tous les 2 ans, un Concorde vient se baser à Casa pour une semaine. Sur l'aéroport Mohamed V s'installe une sorte de bivouac technique, peuplé d'une quinzaine de mécanos de piste et d'une quinzaine de navigants. Dans la carrière d'un navigant d'Air France, le bâton de maréchal s'appelle Concorde. Il n'y a que 12 équipages supersoniques dans la compagnie. Tous les 2 ans, on doit donc qualifier 3 ou 4 pilotes et 3 ou 4 mécanos navigants sur cet avion. Alors on retrouve des situations qui ramènent à l'aéropostale, où pilote et pistard vivent ensemble. Ainsi quand le chef mécano et un pilote instructeur essayent de faire tourner un diesel récalcitrant. Et mieux. On va commencer voir.
On recommence. Recommencer. À mon avis, c'est la descente. On vient à Casa parce qu'il y fait beau et parce que c'est pas loin de Paris. Pour les stagiaires, pilotes et mécano-navigants, la semaine au Maroc est l'aboutissement de 4 mois de formation au sol. On a appris l'avion et son mode d'emploi dans les bouquins, en salle de cours et aussi à travers une quinzaine de séances de simulateurs de 4 heures pièce. On a passé des contrôles et enfin arrive le moment de toucher l'avion, le vrai avion. On va le toucher du regard, des mains et la cervelle pleine de théories, on se demande tout bêtement si on va faire le poids. Mais les instructeurs sont là, comme lui, l'homme le plus expérimenté sur Concorde au monde. Il vole dessus depuis 1977. Certains stagiaires sont imbibés de savoir et de connaissances et d'autres préfèrent laisser tamiser tout ça. Tous sont des professionnels avec 30 ans d'expérience en ligne, mais chacun a son style. Le plus important, la règle d'or du métier, c'est de ne jamais oublier le bon sens. Certains instructeurs sont orfèvres en la matière. Le bestiau est intimidant, dominateur. C'est une œuvre de génie, mais il faut sérieusement s'en occuper pour le faire fonctionner. Concorde est le seul avion de ligne où pour que tout marche, il faut être à fond partout et tout le temps. C'est un avion de course. Sur un Paris-New York, tout s'enchaîne pendant 3h30 à moins d'une minute près. Aucun autre avion n'exige autant de coordination et de précision de son équipage. Mais en contrepartie, aucun autre avion ne donne autant de satisfaction. Allez, on va faire un tour de piste typique. Il y a des choses dans les avions que seuls connaissent les mécanos de piste, parce qu'ils sont les seuls à les voir. Par exemple, la façon dont vibre la cellule d'un Concorde dès qu'il bouge, à la manière de la musculature d'un pur sang. Pour cela, il faut regarder la pointe avant. Les mécanos connaissent l'avion du dehors et les équipages du dedans. Ainsi, les stagiaires vont apprendre dès le roulage que la souplesse de la structure d'un Concorde n'est pas du folklore. Au cockpit, on est comme au bout d'un tremplin de plongeoir, plus de 10 mètres sur l'avant de la roulette de nez. Ça ressemble au simulateur, mais ici, c'est plus du faire semblant. Les vols d'entraînement sont faits pour prendre l'avion en main et pas pour faire joli. Et des passagers n'apprécieraient certainement pas le rythme auquel s'enchaînent les événements. Seul le tout premier tour de piste, qui en fait est le premier contact d'un stagiaire avec le vrai avion en vrai vol, va s'effectuer en conditions normales. Dès le second tour de piste, les instructeurs réduisent un moteur par-ci par-là, coupent des systèmes, compliquent le pilotage et la gestion de l'avion et demandent des trajectoires d'approche biscornues. L'idée, c'est qui peut le plus, peut le moins. Et donc, au bout de tout ça, il y a la sécurité des vols, qui repose d'abord, il ne faut jamais l'oublier, sur la maîtrise d'un avion par son équipage. Checklist approche finale. Oui. 400 pieds, le train. Alors le train d'Alcater. Les visières. 200 pieds. Un peu bas là. Oui, bon là. Train anti-patinage, ça avait été testé. Rexfam, 100 pieds. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. C'est comme ça qu'on découvre les limites de l'engin et qu'on apprend par exemple qu'en utilisant le freinage maximal, en portant les disques de frein à 500 degrés, on stoppe un Concorde sur 1200 mètres environ. C'est pas confortable du tout, mais on ne sait jamais. Un jour, ça peut servir.
On apprend aussi des choses qui semblent évidentes, par exemple rouler au sol avec précision. Ça n'a l'air de rien, mais imaginez-vous en train de conduire une auto dont le volant se situe 12 mètres en avant des roues avant directrices. Aligner l'avion pile sur la ligne jaune, a priori, c'est pas facile. Pourtant, ça peut se faire. L'observation de petits tours de main, de petits trucs comme celui-là, permet de rappeler que si l'esprit de notre époque conduit certains à ne plus voir le transport aérien que sous son aspect économique, l'aviation commerciale reste toujours construite sur la relation avion-équipage-mécano, qu'on le veuille ou non. Pour que tout se passe bien, il faut de bons professionnels. Et un bon professionnel, c'est quelqu'un qui accepte de se remettre en cause. C'est simple. Le deuxième jour, les instructeurs mécano-navigants donnent une conférence autour de l'avion. Des trappes de visite sont ouvertes, un moteur décapoté, et les stagiaires, divisés en deux groupes, font connaissance visuellement avec les détails de la machine. Et ça paraît bizarre d'avoir attendu 4 mois pour en arriver là. C'est fait pour découper les morceaux de pneus de façon à faire du petit morceau de pneu. Au lieu d'avoir un grand morceau de chape, tu as vu les camions quand ils échappent, ils tirent un bout de pneu qui fait 1 mètre de long, large, qui pèse peut-être 10 kilos. Et bien là, ça fait des petits morceaux. Regardez ce sabot-là, ferraille ici et matériaux composites ici. On a un problème sur cet avion, c'est de fournir du froid en cabine. En supersonique, la peau de l'avion est à environ 80 degrés. Il est évident qu'on est dans une cocotte minute. Il faut donc refroidir l'air qu'on amène. Cette visite guidée du monument, c'est l'illustration de ce qui a été appris et disséqué lors des 4 mois de stage. D'un seul coup, tout se matérialise. Et il faut mettre en osmose l'intellectuel et le palpable. Les stagiaires ont beau avoir dépassé 50 ans, la plupart d'entre eux vibrent et tremblent intérieurement, plus qu'ils ne l'ont fait pour d'autres avions. Cet avion-là, il est différent. Et la première fois qu'on va le piloter pour de bon, on va avoir le cœur qui bat. Alors la partie de l'aile, à l'extérieur des moteurs, c'est constitue les réservoirs. Lui, là, de dos, avec le blouson, c'est Jean Prunin, commandant de bord. Il a vécu des tas de choses dans sa vie de pilote, y compris un amérissage en catastrophe à bord d'un avion léger ayant perdu son hélice dans les Caraïbes. Donc lui aussi s'échauffe très rapidement. On va aller espionner le premier vol de Prunin en Concorde. Premier atterrissage de Jean Prunin. Aux innocents, les mains pleines. Deuxième approche, remise de gaz au minima et quelques variations en incidence. Hop. Prunin, troisième, posé en 2 arrondis, le premier à 3 mètres, que voici. Le deuxième à 1 mètre, que voilà. Et badaboum. Prunin, quatrième. Avec 2 moteurs réduits, il a tout compris. Et Prunin dernière. Trop cabré, badam. Au rythme de 25 atterrissages et décollages par jour, l'avion fatigue plus en 1 semaine à Casa qu'en 3 mois en ligne. Et entre 2 tours de piste, les mécanos travaillent un peu comme on le voit faire dans les stands de Formule 1. Ces mécanos-là sont eux aussi amoureux de cet avion. Pour eux aussi, c'est un engin bien plus compliqué qu'un avion normal. Tout est cousu serré. Il faut parfois des mains de fée pour accéder à certains recoins, mais il est si beau.
Parfois, tout paraît si simple. Changer une roue de Concorde, un coup de cric, on dévisse un gros écrou, on vire la roue, on inspecte les énormes freins en carbone, on remet une roue et ça repart. Ça a l'air facile, mais croyez-moi, c'est un métier, un gros métier. Les mécanos préparent l'avion pour un vol de nuit d'1 heure, la cerise sur le gâteau pour les stagiaires. Chacun a droit à sa boucle supersonique après les tours de piste. L'idée, c'est d'expérimenter en vraie grandeur le pourquoi de cet avion, de traverser le mur du son et de coller à une courbe ascensionnelle parfaite qui conduira la machine à son point d'équilibre, Mach 2. Alain Piccinini, mécano-navigant, fait sa première visite prévol en solo. Petit à petit, au fil de la semaine, chaque stagiaire s'est senti devenir un peu moins étudiant, un peu plus membre du club très sélect des navigants supersoniques. Dans le monde entier, aujourd'hui, ça représente un grand total de 35 équipages. Air France et British Airways sont dans le monde les deux entités les plus expérimentées dans le vol supersonique, bien plus qu'aucune armée de l'air, dont les chasseurs ne peuvent rester plus de quelques minutes à Mach 2, alors qu'un Concorde y passe plus de 2h30 à chaque traversée de l'Atlantique Nord. À chaque vol, à cause de la chaleur, l'avion se dilate et s'allonge de 25 cm. Puis pendant la descente, il refroidit et reprend sa longueur normale. Ce genre de détail laisse rêveur. Les Français et les Anglais ont su réussir ce monument, mais il leur avait fallu une volonté politique qui ne semble plus exister en Europe pour se mettre au travail sur le successeur de Concorde. Dommage, il sera donc sans doute américain. Boeing pense que le marché, d'ici 2020, porte sur 800 supersoniques. La douzaine de Concorde exploitées aujourd'hui durera jusque vers 2005-2007. La France et l'Angleterre auront investi et défriché. Les États-Unis ramasseront le jackpot. Depuis la nuit des temps, l'homme s'est donné les moyens d'accélérer sa course dans la 4e dimension. Chaque nouvelle étape dans le monde de la vitesse s'est payée de désagréments. Mais d'une manière générale, la vitesse a toujours apporté le progrès. Elle est une constante de la civilisation. La maîtrise de la vitesse, et Concorde en est une preuve, est une maîtrise de la beauté, bien plus qu'un savoir-faire de technicien. On décolle et on vire à gauche, vers l'Atlantique tout proche. On monte et tout de suite, on retrouve le soleil. On accélère et on perfore les vitesses des avions classiques. Mach 0,97. On enclenche les palettes blanches des postes combustion et on frappe à la porte de la barrière sonique. Mach 1. Rien ne se passe, que le mouvement d'une aiguille sur le machmètre et le déroulement des tambours digitaux. Mach 1,10. L'accélération continue. On monte, on va même rattraper le jour en allant plus vite vers l'ouest que le soleil. Mach 1,50. 42 degrés à la pointe avant, alors que dehors il fait moins 55 et 40 000 pieds. Voilà, 1000 nœuds de grande fuite, c'est bon. 1850 km/h de vitesse sol, 2 fois plus vite qu'un 747, et ça continue d'accélérer, et ça continue de grimper. En douceur, puis tout se stabilise, dans un calme phénoménal. Mach 2,02, 115 degrés à la pointe avant, 55 000 pieds, 18 km de haut. On surfe sur l'écume de l'atmosphère. Il y a 60 ans, dans le ciel du Maroc,
des avions français pilotés par des aviateurs français commençaient d'écrire une légende. Quel que soit l'avenir, du Breguet 14 au Concorde, tout ça aura quand même été une sacrée histoire. Il y a des